disons, d'un réalisme qui fait par certains côtés penser au film de Ken Loach dans d'autres univers de travail, en tout cas qui montre réellement ce qu'est la pénibilité du travail dans l'univers de l'abattoir. Pour faire le lien avec la boucherie, peut-être une première question, alors qu'il n'y voyait aucune provocation, c'est simplement une transition. Est-ce que l'abattoir ne fait pas je vais mettre ça entre guillemets, le sale boulot avant que le boucher, lui, puisse développer son savoir-faire et son art? Bien. Bon, c'est vrai que des images d'abattoirs, comme on vient de voir, bien, on est sur l'usine. Hein. L'usine, il le répète, et ils le disent et ils le répètent. Mais est-ce que c'est vraiment la base du métier de boucher? Parce que un animal qui arrive à l'abattoir, bon, il faut quand même prendre de certaines précautions. Et toutes ces précautions étant prises, aura une incidence sur le produit, sur la viande en elle-même. Et j'entends qu'un animal qui est rentré dans un abattoir et qui est, j'irais, abattu dans une petite structure ou dans des abattoirs comme on peut encore en trouver dans certaines régions, des abattoirs, ce qu'on appelle les abattoirs locaux régionaux, qui servent beaucoup, notamment au circuit court. Et eh bien, je pense qu'on a un boucher qui se met en lien avec, certes, des techniciens d'abattoir, mais qui ne travaillent pas avec le même rythme, ce que l'on vient de voir, et surtout qui n'ont pas les mêmes contraintes. Donc c'est là où il faut bien faire la différence entre, je pense, le système d'abattoir que l'on vient de voir, qui sert la viande industrielle, et on l'a vu à un certain moment, on a vu ces barquettes de steak haché qui passent, et l'abattoir qui va servir la boucherie artisanale, qui va servir les gens qui travaillent avec des fondamentaux, avec un amour du métier, et un amour du métier, un respect de l'animal et un respect de la matière première, et un respect du consommateur. Et non pas une structure qui travaille avec et à la fois des animaux sans vraiment trop se soucier du bien-être animal, et autre chose aussi du bien-être humain, parce qu'on voit bien que les gens qui travaillent dans cet abattoir, eh bien, ont quand même de grosses difficultés, et que ce soit physique et psychologique. Bon, alors, ceci étant, c'est l'univers de l'usine. Hein. Donc, que ce soit une usine alimentaire, que ce soit une usine de petits beurre ou une usine de pneus, on reste quand même dans l'univers de l'usine. Donc là, il y a une dureté, une pénibilité qui est spécifique. Si l'on se déplace sur la technique, là on a bien vu dans les images qui ont été projetées, l'habileté d'une certaine manière, même si c'est une habileté mécanique, par la capacité d'exécuter rapidement et toujours le même geste. Donc c'est aussi un savoir-faire, c'est un savoir-faire mécanique. Est-ce que pour le boucher, M. Martineau, il y a dans l'ensemble de ses compétences, de son savoir-faire, une priorité qui est accordée à l'art de la découpe? Tout à l'heure, on a eu une collègue poser la question qu'est-ce que la découpe à la parisienne? C'est peut-être le moment d'ailleurs d'éclairer cette question. Qu'est-ce que la découpe à la parisienne? Est-ce que c'est vraiment le cœur du métier de boucher, la découpe? Parce que là, la découpe, elle est permanente dans le film. Alors, ce n'est pas la même que celle du boucher, bien entendu. Alors, si on se réfère par rapport à l'image, alors je pense qu'on va distinguer ce que l'on vient de voir à l'image, à savoir le travail. Le travail des tâches qui sont à réaliser pour transformer l'animal vivant en carcasse. Ça incombe bien sûr quelques techniques. Ce qui me gêne, c'est qu'on parle de métier.
Or, pour faire ce travail, il n'est pas nécessaire d'avoir un métier, la preuve, puisqu'il y avait une jeune fille qui était coiffeuse. Or, l'exercice du métier de boucher nécessite des techniques qui vont permettre de partir de la carcasse, certes, jusqu'à la pièce du consommateur, c'est-à-dire jusqu'à la petite pièce rationnelle, individuelle, qui est consommable, je dirais, dans l'assiette. À partir de la carcasse, en effet, il faut un ensemble de gestes qui va aboutir à des apprentissages, à l'exercice d'un métier. Ce que l'on voit dans le film, c'est réaliser des tâches qui sont ingrates, qui sont tout ce que l'on veut. Et il est vrai que là, c'est je dirais, deux métiers, deux professions. Il y a la profession de boucher et je dirais, il y a l'exercice de l'abattage. L'exercice de l'abattage qui est, moi personnellement, je le dissocie complètement de l'exercice du métier de boucher. Voilà. Aujourd'hui, parce qu'autrefois, l'abattage était fait par le boucher. Aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est plus vrai, ça n'existe plus. C'est fait par des gens qui ont pris cette tâche, qui la font, comme on le voit aujourd'hui, en usant des personnes, etc. Et puis, il y a l'exercice du métier. Alors après, on le voit également, on le voit un petit peu au niveau des tâches, en particulier de la découpe du porc. Là, ça nécessite quelques techniques et on voit que là, la main-d'œuvre, d'abord, on voit qu'il y a déjà plus de monde sur la chaîne d'abattage. Donc, ce qui veut dire que la profession de boucher commence à apparaître dans la mesure que c'est gourmand en main-d'œuvre. Donc, ça nécessite donc beaucoup de techniques et beaucoup de main-d'œuvre. Mais des tâches qui sont, je dirais, répétitives, certes, mais qui quand même arrivent à se rationaliser. Donc, moi, personnellement, l'exercice du métier de boucher n'est pas représenté dans l'image ici, voilà, dans le film. Mais ceci dit, bravo pour celui qui a fait le film, parce qu'il y a quand même des choses qui sont extrêmement intéressantes, en particulier sur certaines conditions qu'on oublie, parce que la viande que nous consommons, elle est obligée de passer, bien sûr, dans des abattoirs. Et je dirais qu'il y a surtout l'hygiène qui ressort. Alors, on fait apparaître des choses sur l'hygiène, en particulier au niveau des tenues, on dirait des cosmonautes. Puis à côté de ça, il y a des petites choses, je dirais, qui apparaissent au niveau de la carcasse. Il va y avoir des incidences en aval de ces conditions d'abattage. Et ça, nous, bouchers, on va le percevoir dans la conservation, dans, je dirais, le déroulement des opérations. Parce qu'en effet, malgré tout, nous, professionnels de la viande, on va réceptionner des carcasses qui ont été travaillées de façon industrielle dans un abattoir. Alors d'un côté, on donne des images, on essaye de regarder au niveau de l'hygiène, parce que c'est vrai que l'animal, il ne rentre pas douché et aseptisé. Mais au final, dans l'assiette, le professionnel de la viande doit tenir compte de ces conditions qui ont été faites en amont. Voilà. Alors, je pense que c'est de toute façon une sorte de chaîne qui s'organise, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs dans cette histoire. Il y a évidemment le boucher qui est notre acteur central, il y a les acteurs multiples de l'abattoir. En amont de l'abattoir, il y a les éleveurs qui sont d'autres acteurs et qui interviennent évidemment dans le processus. Et puis si on se reporte complètement à l'autre côté de l'aval, il y a ensuite le consommateur qui, lui, peut aussi avoir des demandes spécifiques et est aussi un acteur de cette chaîne bouchère. Vu depuis le CIV, M. Rossner, est-ce qu'il y a une perception globale de cette chaîne alimentaire de la boucherie, ou bien est-ce que l'on serait plutôt amené à dissocier ce qui est l'élevage d'un côté, ce qui est l'abattage de l'autre, ce qui est la boucherie? Est-ce qu'il y a une partition aussi nette que ça? Question compliquée. Il y a une filière, mais une filière, c'est une reconstruction. Enfin, c'est un enchaînement d'actions, de métiers. Ça, c'est ce qui fait la filière, j'ai envie de dire, sur un plan tout à fait opérationnel et structurel. Ensuite, il y a éventuellement une superstructure autour. Aujourd'hui, c'est une interprofession. Qui est celle interprofession bétail et viande et qui va effectivement, selon l'expression adoptée par cette interprofession, de la fourche à la fourchette. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va depuis l'éleveur au moins jusqu'au commerce et dans lequel nécessairement les aspects de consommation sont pris en compte.
que ce soit en termes de prix, en termes de sécurité sanitaire, en termes de qualité nutritionnelle ou de tout un ensemble d'éléments de ce type-là. Donc je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question sur le fait. En tout cas, la filière existe de fait. Voilà. Est-ce que du point de vue de l'apprentissage, Monsieur Doiseau, ou peut-être Monsieur Martineau également, est-ce que l'on peut concevoir qu'il y ait des passages de l'abattoir vers la boucherie? Ou bien est-ce que les deux mondes supposent des technicités, des apprentissages, une formation qui est au fond tellement différente que l'on ne peut pas avoir des évolutions de carrière qui passeraient de l'une à l'autre? Oui, ça fonctionne. Si je comprends bien, c'est les apprentissages du métier à partir de l'abattage. C'est cela, hein. Alors, en effet, donc non, tout ça c'est quand même dissocié, parce que le travail de la boucherie commence à partir de l'exploitation de la carcasse. Alors, qui dit carcasse, le terme c'est pareil, hein, c'est l'animal vivant, moins la peau et tous les organes qui sont à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le 5e quartier. Voilà. C'est vrai que l'exploitation de la carcasse part de cela. Donc, ce qui se fait en amont, finalement, pour le jeune qui rentre dans le métier, non, c'est dissocié. Je dirais qu'il y a une cloison. Il y a une cloison qui se fait. Voilà. Peut-être. Oui, je souhaitais revenir compléter un peu sur la question que vous m'aviez posée. Bon, qu'est-ce qui fait filière? J'aimerais prendre peut-être deux exemples éventuellement un peu opposés. Si on prend des aspects de bien-être animal ou de sécurité sanitaire, il y a des choses, il va y avoir des guides de pratique ou de bonne conduite, des réglementations qui vont exister à certains échelons de la filière. Maintenant, là, on est quand même dans le cas d'une filière qui a structuré tout un ensemble d'accords interprofessionnels, notamment autour de pratiques de bien-être, que ce soit sur les transports des animaux. Donc, ce que je veux dire avec cet exemple-là, d'abord c'est très concret, ça renvoie à des questions de tarification, de qui porte le risque et comment on va être payé, etc. Ça c'est du très concret, c'est du business, j'ai envie de dire. Mais implicitement, ça veut dire que certaines questions qui sont des questions qui traversent justement toute la filière sont appréhendées nécessairement par le biais d'outils extrêmement techniques. Elles sont appréhendées par la filière et par l'ensemble de la filière, parce qu'on voit ce genre d'accords qui sont déclinés tout au long. Donc là, on les voit depuis l'éleveur jusque chez le commerçant, voilà, pour le dire clairement. Alors sur la sécurité sanitaire, ça ne va pas chez le particulier, le consommateur. Il est censé, lui, consommer de façon correcte, mais en tout cas, ça va jusqu'à l'acte de vente. Voilà. Alors ensuite, si on fait une analyse de filière, on a quand même une filière extrêmement compliquée pour le coup par rapport à d'autres, hein. Et on a évidemment des logiques quand même assez distinctes entre des acteurs qui sont pour les uns des éleveurs, des agriculteurs, d'autres qui sont effectivement des industriels, et puis des derniers qui sont pour les uns des artisans bouchers, mais d'autres qui sont de la grande distribution et donc des grands groupes économiques. Voilà. D'accord. Monsieur Doiseau, la fédération de la boucherie d'Indre-et-Loire, ça représente, d'un point de vue statistique, combien de bouchers, quel type de distribution commerciale? La fédération de la boucherie d'Indre-et-Loire, ici en Indre-et-Loire, il y a aujourd'hui 134 boucheries référencées sur le département. La boucherie d'Indre-et-Loire, la fédération a en son sein aujourd'hui 64 de ces boucheries adhérentes donc à la fédération. Hein. Sur la forme de distribution, et c'est une distribution
qui est essentiellement artisanale, hein, qui n'est pas du tout de la grande distribution, ni même de la moyenne distribution. Voilà. C'est vraiment que des boucheries artisanales. Voilà. Sur la fédération, pour être adhérent à la fédération de la boucherie d'Indre-et-Loire. Est-ce que la fédération de boucherie d'Indre-et-Loire est représentative de l'ensemble de la situation française, est plutôt à un niveau médian ou présente des particularités? Aujourd'hui, quand on regarde les ratios sur le plan national, on est dans les ratios, c'est-à-dire qu'il y a en moyenne 50% à l'échelon national des boucheries artisanales qui sont regroupées au sein de fédérations. On a sur l'ensemble du pays, c'est à peu près ça. C'est 50% de gens qui se fédèrent. Voilà. Sur ces boucheries spécifiquement, quelle est la voie principale d'apprentissage et quelles sont aujourd'hui les priorités de l'apprentissage du métier de boucherie? Parce que Monsieur Martineau, vous étiez apprenti dans les années 60, c'est hier. On regarde l'histoire longue, c'est juste hier. Bon. Monsieur Doiseau, vous connaissez l'apprentissage dans les années 80. Il y a peut-être moyen de voir des évolutions et de revenir sur cette question que l'on finira quand même par éclairer. Qu'est-ce que la découpe à la parisienne? Je veux bien prendre la parole, je l'avais noté parce que c'est vrai que tout à l'heure vous m'aviez posé la question et je l'avais un petit peu opté. Donc d'abord la découpe parisienne, elle est issue de l'observation des hommes de métier à peu près au siècle dernier. Disons que la boucherie s'est structurée et la région parisienne était bien sûr très représentative au niveau de la profession. C'est-à-dire que, disons qu'au départ, il n'y avait pas de boucher parisien. Ce sont des provinciaux qui sont montés à Paris, comme on disait à l'époque. Voilà, ils allaient travailler à Paris. Et donc, il faut quand même reconnaître que Paris, c'était quand même le noyau représenté, comme actuellement, le quart de la population. Bon, forcément, le travail de la boucherie était très élaboré. Il y a eu des gens qui ont réfléchi aux questions de découpage de cette carcasse, puisque cette carcasse renferme globalement deux espèces de produits. Hein, c'est les morceaux à cuisson rapide et les morceaux à cuisson lente. Bon. Et à partir de ça, à partir de l'observation, ils ont créé des opérations, ce qu'on appelait la découpe de base. Et donc, il y a des hommes de métier qui ont commencé à l'écrire sur le papier et à en faire des livres. Et comme ils étaient des bouchers parisiens, ils l'ont appelé la coupe parisienne, bien évidemment, pour, je dirais, se valoriser par rapport, je dirais, à toutes les régions de France. Et disons que c'est eux qui ont construit, je dirais, les premiers écrits. Mais il y a des régions qui se sont dit, après tout, il y a les Parisiens, mais il existe également deux autres grandes régions qui sont référentes au niveau de la viande. C'est la région bordelaise. Donc il y a la découpe bordelaise. Et puis les Lyonnais qui ne se sont pas laissés faire, ils ont dit, mais nous aussi, on représente une certaine boucherie. Et puis ils ont dit, il y a la boucherie lyonnaise. Donc il existe la découpe parisienne. Mais il existe la découpe bordelaise, il existe la découpe lyonnaise, il existe la découpe strasbourgeoise aussi, n'oublions pas. Alors chaque région a mis un petit peu, je dirais, quelques pions du jeu de dames au travers des découpes, mais la référence, c'est la découpe parisienne, en particulier, qui est la référence, puisqu'après, il y a en particulier l'interprofession qui a mis en place tout un système de codification pour, je dirais, un peu clarifier le marché lors de la constitution de l'Europe. Donc il a bien fallu instaurer des écrits à partir de tout cela. Et ils se sont basés un petit peu sur ces écrits qui existaient. Voilà, d'où un peu cette origine de coupe parisienne qui, je dirais, qui sert toujours de référence, puisque dans les concours, on se sert de ces bases. Parce que ces hommes de métier, ils avaient extrêmement bien réfléchi par rapport à l'animal qui leur était mis à disposition. Voilà. Car l'élevage a changé, les carcasses, c'est toujours des agneaux, des veaux, etc. Mais ceci dit, ils ont pris du poids, il y a eu des transformations qui se sont faites, mais les bases restent les mêmes. C'est-à-dire ces gens de métier,
quand même avait observé depuis de très très longues dates et des choses, et donc ils ont fait les découpes avec des bases qui sont anatomiques, hein, c'est-à-dire à partir du squelette, à partir de noms de muscles. Je dirais que c'était très approfondi, parce que quand on s'aperçoit en exerçant le métier, on se dit finalement, ces gens-là, ils n'avaient pas l'informatique, mais ils savaient réfléchir juste avec un couteau, et non pas sous forme industrielle, de façon, je dirais, artisanale, pointue, et avec des gestes qui étaient, je dirais, d'horlogerie. Est-ce que dans l'appréciation du consommateur aujourd'hui, consommateur qui est quand même habitué pour une grande part de ses achats à fréquenter la grande distribution, donc à fréquenter des étals où la viande est déjà toute prête, dans un certain nombre de cas, est-ce que le consommateur est en situation de reconnaître, d'apprécier, d'évaluer l'art du boucher? Alors ça, c'est une très très grande question. Vous savez que le consommateur, il est pris un petit peu au dépourvu face je dirais, à l'exercice du métier de boucher. Pour une chef de cuisine, demander les morceaux dans un bœuf, il y a quand même une 60aine de morceaux. Il y a le veau qui vient s'ajouter, ensuite l'agneau, etc. Pour le consommateur, c'est extrêmement difficile. Alors après, ça ressort, je dirais indirectement, puisque dans le vocabulaire du client, on entend c'est mon boucher. Alors, qu'est-ce qu'on entend? C'est mon boucher, lui appartient pas, mais ça veut dire que derrière, il faut se poser des questions. Pourquoi c'est mon boucher? Tout simplement parce que le boucher, de par son travail technique, ça veut dire que la cliente est bien servie, elle sait ce que son boucher va lui servir. Et donc, indirectement, on peut supposer que la cliente se pose quand même la question que son professionnel, c'est un bon technicien. Parce que c'est vrai que une côte d'agneau qui est coupée comme ça, je vais dire, entre guillemets, avec une vulgarité à la serpe, et puis une côte d'agneau qui est coupée, je dirais, en technique, dans l'assiette, il y a bien sûr deux pièces différentes. Voilà. Monsieur Doiseau, est-ce que cette perception par le consommateur de la qualité d'un boucher, alors vous dites, on dit mon boucher, mais je pense qu'on dit aussi mon coiffeur, mon poissonnier, mon boulanger. Donc je pense qu'il y a une référence à l'artisanat et à l'exercice du métier, probablement. Mais c'est effectivement dans le discours de communication de la boucherie française de mettre en avant la référence à mon boucher, c'est vrai. Monsieur Doiseau, est-ce que c'est un renvoi que au sein de la fédération, les bouchers eux-mêmes vous rapportent ce lien qui doit être tissé avec le consommateur sur un art de la découpe, une présentation, la qualité de la vitrine? Oui, tout à fait. Tout à fait, on s'aperçoit que le consommateur aujourd'hui, enfin nos clients, sont de plus en plus demandeurs de renseignements. Ils nous proposent une idée à l'état brut, on va dire, et après, ils disent voilà, moi j'aimerais faire réaliser tel plat. Hein. Bon, il y a des outils aujourd'hui, Internet et tous les livres de cuisine que l'on peut voir qui les aident bien, mais le consommateur, quand il arrive chez son boucher, il lui dit, ben voilà, moi je pense que je veux réaliser ça, je pense qu'il me faudrait un morceau de ce type-là, mais qu'en pensez-vous? Et là, eh bien, à partir du moment où il y a une bonne communication qui s'instaure, eh bien, le boucher fait son vrai métier. C'est-à-dire qu'il sait conseiller à sa cliente eh bien, différents types de viande, il arrive à faire un mix pour je dirais, pour pouvoir correspondre à tous les goûts des gens qui peuvent être autour de la table. Et là, il a vraiment la confiance de sa cliente. Et ça, c'est vraiment ce qui fait le plus référence à ce que disait M. Martineau, le professionnalisme, le caractère très artisanal du boucher. Est-ce que c'est un axe prioritaire de communication du CIV ? De communication, je ne sais pas, de travail, en tout cas c'est un axe de réflexion, oui. La
question que vous avez posée sur effectivement la nature de la demande des consommateurs, elle est absolument essentielle, et je pense que j'apporterai peut-être une réponse un peu différente de celle de mes deux collègues ici, c'est-à-dire que quand même ce qu'on constate, c'est qu'il y a une méconnaissance croissante de la part, alors certainement d'une partie des consommateurs, ou de consommateurs qui ont des modes de consommation qui peuvent être différents du lundi au vendredi de celui qu'ils auront éventuellement le samedi et le dimanche. Et donc, je crois que là-dedans, voilà, enfin, il y a plein de choses qui jouent. Il y a des aspects, j'ai envie de dire, tout à fait économiques, pragmatiques, éventuellement de prix, mais il y a des changements par ailleurs de mode de vie qui font qu'on voit émerger des groupes de consommation ou de consommateurs qui ont des demandes tout à fait différentes, en tout cas qui ne se satisfont pas nécessairement du produit qui leur est offert en boucherie. Et c'est un vrai problème pour la filière. Parce que je reviens, alors par contre, au départ, c'est qu'on a parlé de déconstruction tout cet après-midi. Au départ, on a un animal, voilà, on a une forme dans laquelle, effectivement, on découpe. Et donc, derrière la découpe, il y a en fait toute une culture culinaire, de consommation, et tout ça, ça va ensemble, ça fait bloc. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est aujourd'hui sur, alors pas de la très longue durée, mais de la durée déjà un peu plus longue que celle qui intéresse, on va dire, les gens qui sont dans le commerce immédiat. Si on regarde sur des durées de 20 ans, 40 ans, on voit des évolutions où là on se dit ce qui était proposé il y a 40 ans ne correspond pas forcément au mode de vie des consommateurs lambda et au quotidien. Ça ne les empêchera pas éventuellement d'aller chez le boucher le jour où ils prendront le temps de faire la cuisine, ils voudront consommer un plat spécifique, etc. Alors, vous évoquez l'évolution des modes de consommation, des types de demandes. On est obligé aussi de s'inscrire dans un certain nombre d'évolutions de la société ou de préconisations nutritionnelles, diététiques, des discours multiples que le consommateur entend. Comment la fédération, comment le CIV, comment le boucher, avec son art de la boucherie, affronte le discours portant à l'augmentation de la consommation végétarienne, pour faire court? C'est pas facile pour un boucher de parler de quelque chose qui, en effet, aujourd'hui prend de l'importance. Je crois qu'en France, c'est représentatif. À l'étranger, ça l'est également un petit peu plus. Alors, bien sûr, en tant que professionnel de la viande, c'est quand même un souci, mais je crois aussi, quand même, à un moment donné, nous les bouchers, on nous tape un petit peu dessus. On nous dit, voilà, à un moment donné, il ne faut pas manger trop de viande parce que ça porte à risque de santé. Il faut éliminer la graisse, il faut éliminer ceci, il faut éliminer cela. Ceci dit, aujourd'hui, les gens se posent quand même la question sur l'alimentation, ce qui est une très très bonne chose. Mais néanmoins, je pense que si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons eu la chance de consommer des protéines animales. Or, les protéines animales, elles sont d'origine très très lointaine, donc et puis en plus, il y a également le plaisir de les consommer. Alors maintenant, je pense que si on consomme, je dirais, correctement, on peut consommer toutes les formes de viande, qu'elles soient rouges ou blanches, avec un pourcentage de graisse qui soit adapté de façon que ce soit agréable à consommer, mais non pas par des graisses rajoutées que je ne citerai pas, qui posent des problèmes de santé quand on regarde les produits de l'agroalimentaire. Je pense que, à force de taper sur la boucherie, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos professionnels, ils ont quelquefois du mal à tout comprendre. Moi-même, qui suis un petit peu dans la formation, il y a des fois, je me dis, mais qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut supprimer, je dirais, la consommation de la viande? Bon, personnellement, je ne sais pas, j'ai consommé de la viande depuis très très longtemps. J'en ai beaucoup travaillé, j'en ai beaucoup consommé. Aujourd'hui, je m'en porte quand même un peu plus mal. Il suffit de la consommer dans de bonnes conditions et bien évidemment sans excès, puisque de toute façon, la viande, ce sont des protéines riches.
il ne faut pas en surconsommer, mais il y a des spécialistes pour nous donner des conseils à ce niveau-là. Et je crois que si on les suit, moi j'ai bon espoir de continuer à faire consommer de la viande aux consommateurs et surtout de leur rendre un certain plaisir en la consommant. Voilà. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on a du mal quelquefois. Moi, j'ai du mal à supporter qu'on nous tape dessus parce qu'on surconsomme. Alors, on va rajouter des graisses alors que la graisse animale est de bonne constitution et on peut en consommer. Je crois qu'il y a des spécialistes pour nous le dire. Voilà. Alors, mon propos n'est pas de défendre l'un ou l'autre. Hein. C'est une observation, une question neutre. Mais je pense qu'un végétarien vous renverrait les mêmes arguments en vous disant moi, je ne mange que des légumes, des fruits et éventuellement, dans certains cas, des laitages. Donc là, ce ne serait pas un végétarien pur, et vous tiendrez un discours sur le fait qu'il est également en bonne santé, qu'il va très bien et que tout se passe bien. Donc mon propos et ma question est de comprendre quels sont les arguments en termes de communication qui sont déployés par la fédération, par les bouchers, par le CIV, pour répondre à ce discours. Oui, alors, sur ce point-là, c'est effectivement plus moi qui dois répondre peut-être. Alors d'abord, je tiens quand même à rappeler une chose, c'est la différence entre le CIV, association indépendante, et l'interprofession, même si on a des relations, mais notamment il y a une demande justement d'autonomie et d'indépendance intellectuelle croissante du CIV par rapport à l'interprofession. Alors ces questions-là, j'ai envie de dire, elles sont justement au cœur de nos centres d'intérêt actuels. Et le travail que nous essayons de faire, c'est un travail de mise en débat. C'est-à-dire que ces questions que vous avez évoquées, donc le végétarisme, les questions qui sont posées avec un certain nombre de critiques, disons écologiques ou d'inspiration écologique, les questions d'émissions d'équivalent CO2 par le méthane, les questions de consommation d'eau, etc., etc., ce sont des questions légitimes. Déjà, premier point. Et si ce sont des questions légitimes, ce sont des questions qui méritent d'être traitées sérieusement. Donc le rôle du CIV, il est de les traiter sérieusement. Alors qu'est-ce que ça veut dire traiter sérieusement ? Ça veut dire justement, j'ai envie de dire, non seulement les écouter, mais voir quel est le poids mais scientifique de ce qu'il y a derrière ces arguments. Des deux côtés. Voilà. Alors, on est sur un certain nombre de questions sur des sujets neufs, notamment environnementaux et sociétaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, voilà, sur les questions d'émissions de CO2, de consommation d'eau. Il faut revenir à des méthodes. Pour le moment, ce qu'on a eu, c'est j'ai envie de dire, des bilans entrées-sorties qui font l'impasse sur tout un ensemble de choses qui sont des cycles biologiques dont il faut tenir compte si on veut pouvoir faire quelque chose d'un peu intéressant et un peu consistant sur le plan scientifique. Sur les questions végétariennes, bien-être animal, alors les questions sont un peu différentes. Sur le plan végétarien, il est évident qu'il y a des approches éthiques individuelles qui sont tout à fait respectables. Le problème, il est plus d'entendre des arguments où, au nom de la défense du végétarisme ou quelque chose comme ça, on entend des choses un petit peu fausses. Même chose sur le bien-être animal. Donc là-dessus, on essaye d'observer. On est en lien aussi avec des scientifiques. Alors il y a des gens de l'INRA qui travaillent pour essayer de caractériser, quantifier, suivre quelque chose d'aussi difficile à caractériser qu'est la souffrance animale et sa mesure, parce qu'à la sortie, c'est quand même de ça dont il s'agit, et de voir comment on peut soit la minorer, limiter les impacts, etc. Ça, c'est une chose. Et puis, sur le plan du végétarisme, j'ai envie de dire, il y a des choix qui sont des choix individuels. Nous, ce qu'on essaye de voir déjà, c'est au moins comment on peut, dans certains contextes où on voit des évolutions, notamment au niveau des cantines scolaires et de la restauration collective, de voir comment on peut garder des menus équilibrés. Voilà. Et donc, est-ce que l'introduction de plats végétariens maintient ou pas un équilibre nutritionnel sur l'ensemble des repas qui sont fournis ?
Ça, c'est le type de travaux qu'on fait ou qu'on fait faire à différents scientifiques en leur demandant d'étudier ce genre de choses. Dans le classement du repas des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO récent, le dossier ne faisait pas référence à un type de produit en particulier ou à une corporation en particulier. Ceci étant, la consommation de viande qui en France a augmenté pendant un certain temps, avant de se stabiliser, voire de régresser, a certainement été un des éléments de cette organisation du repas gastronomique des Français. Comment aujourd'hui le boucher, en 2012, peut-il expliquer ou participer à cette défense ou à cette valorisation d'une forme de gastronomie française? Est-ce que c'est lié à l'art de la découpe, à l'art de la présentation, à un certain standard de présentation, l'élégance du boucher, l'élégance de sa vitrine? Comment peut-il s'inscrire dans cette défense du repas gastronomique? Je veux bien prendre la parole à ce niveau-là. Là, il faut savoir que pour le consommateur, pour qu'il défende un petit peu, je dirais, ce produit, c'est vrai que là, c'est un ensemble de choses. Nous, bouchers, nous sommes qu'un maillon entre le consommateur et bien sûr l'éleveur. Il faut savoir que c'est un ensemble de choses. Il faut une sélection dès le départ de l'animal, à savoir au niveau des races, au niveau du mode d'élevage, avec des démarches, je dirais, traditionnelles, ou du moins avec une alimentation adaptée. Ensuite, il y a bien sûr les techniques de transformation. Tout à l'heure, on faisait allusion à l'abattage. Et puis vient bien sûr le geste du professionnel, la technicité du professionnel. Et ensuite, l'utilisation de ce que l'on peut tirer d'une carcasse. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait deux parties, à savoir une cuisson lente et une cuisson rapide. Mais il est vrai que dans un animal, il y a un grand nombre de muscles. Or, chacun des muscles a une constitution particulière qui va déterminer la destination culinaire. Et à partir de là, c'est vrai que les recettes qui vont en découler, en fonction du choix, on aura une réussite à l'arrivée. Voilà. Alors, je dirais que, en effet, il va falloir, je dirais, mutualiser un petit peu cet ensemble, parce que nous boucher tout seul, on n'y arrivera pas. Ça, c'est clair. C'est un ensemble de choses. Je dirais que c'est l'élevage et la profession. Je dirais que la profession de boucher, mais je dirais, et la distribution, parce que derrière ça, il n'y a pas la boucherie. La boucherie, c'est l'artisanat, certes, mais c'est également d'autres modes de distribution. Et à l'intérieur, il y a des rayons boucherie. C'est vrai que le consommateur va chercher les pièces. Et c'est vrai que là, au niveau de la gastronomie, il y a peut-être des choses, je dirais, à pointer. Parce que dans l'élevage, il y a l'élevage qui est fait pour la viande, la production de viande. Mais on oublie que dans ces élevages, il y a la production laitière. Et que les animaux de cette production laitière se retrouvent dans le marché de la viande. Et là, on crée une espèce de confusion. Ça s'appelle toujours de la viande, ça s'appellera toujours un rump steak, sauf qu'il y en a un qui provient d'une race limousine, d'une race blonde d'Aquitaine, d'une race à viande, et l'autre vient devenir de la prime Holstein, d'une production laitière. Il faudrait qu'on éclaircisse ça un petit peu sur le plan de la gastronomie, déjà. Voilà. Monsieur Doiseau, est-ce que depuis la fédération, l'apprentissage aujourd'hui est une des voies par lesquelles l'apprentissage au métier de la boucherie est une des voies par lesquelles on peut restaurer une image différente ou un intérêt plus marqué pour la consommation de viande en France? Est-ce que ça peut passer par l'apprentissage ou est-ce que ça relève plutôt de l'éducation du consommateur? L'apprentissage, je pense que c'est plus une éducation du consommateur qui va bien sûr générer des volumes et après où on aura des jeunes qui auront envie de se rapprocher du métier que le contraire. Et je pense que aujourd'hui on a
plan national des sections d'apprentis qui augmentent, hein, puisque on est, si ma mémoire est bonne, on est à environ autour de 15% de plus d'apprentis bouchers depuis 3-4 ans, donc qui sont formés dans différents CFA sur le plan national. Et aujourd'hui, je pense que tout ce qui est les émissions, les outils qui valorisent le bien manger avec les belles pièces de viande, et bien tout ça, ça donne aussi envie à nos jeunes de se rapprocher du métier et d'être les acteurs, hein, de cette filière qui servira des pièces un petit peu d'exception dans leur assiette à l'avenir. Alors, pour rester dans les temps qui nous sont impartis, une dernière question. Dans la tradition bouchère au XIXe siècle, il y avait dans la présentation des étals, enfin, c'est certainement aussi avant le XIXe siècle, une sorte de contextualisation de la viande dans son milieu naturel, c'est-à-dire un rappel de la nature, avec dans la présentation, la dissociation entre la pièce de viande et puis, par exemple, des herbes, du persil, du véritable persil, et donc une présentation qui était soignée. Aujourd'hui, lorsque l'on va au très grand marché de Turin, dans n'importe quelle boucherie ou d'étal de boucher de ce marché, on voit de beaux rameaux de laurier, de romarin, etc., une mise en scène qui reste. Et puis dans un certain nombre de boucheries françaises, ce sont des petits cubes blancs en plastique avec du persil en plastique. Est-ce que c'est une volonté d'économie de coût? Est-ce que c'est une perte d'identité du métier? Ou est-ce que c'est simplement un témoignage que ça n'a finalement aucune importance, ce rapport entre la viande et la nature d'où elle est extraite? Alors, question assez, je dirais, assez pointue. Alors, c'est vrai que longtemps, les bouchers mettaient en vitrine les légumes. Enfin, est-ce que c'était pour se rapprocher un petit peu, je dirais, de l'origine de l'animal? Je pense que c'était surtout pour faire ressortir les couleurs. Car le repère d'une cliente, le repère du consommateur, c'est la couleur. Donc c'est le rouge, c'est le blanc, c'est le rosé. Or, pour distinguer les espèces dans une vitrine ou sur un étalage, quand on la présente sous forme de carcasse, on l'identifie. Lorsqu'elle était, je dirais, découpée, c'est déjà beaucoup moins facile. Alors, les professionnels, ils ont trouvé quelques astuces de cloisonner pour différencier. Parce que l'étiquetage, je dirais que l'étiquetage, c'est quelque chose d'assez récent. Autrefois, sur les étalages, les étiquettes, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. C'était un petit peu, les prix étaient un petit peu faits, pas à la tête du client, mais un petit peu quand même. Hein. Historiquement, aujourd'hui, c'est quand même plus vrai, et tant mieux. Et ceci dit, donc le distinguo se fait comme ça. Et puis est arrivé quand même aussi l'hygiène. Car je pense que les services d'hygiène se sont rendus compte que parfois les professionnels avaient des gestes un petit peu malheureux, en particulier avec les légumes et tout ce qui sortait un petit peu de la terre. Bon, le persil, il était lavé, bon oui, certes, mais peut-être pas aussi profondément qu'il aurait fallu. Et donc, c'est pas toujours agréable d'avoir peut-être quelques grains de sable sur le steak. Alors donc là, les services d'hygiène ont mis un petit peu le holà. Et puis, il y a des fabricants qui se sont mis à fabriquer des produits de décoration en plastique. C'est vrai que c'est facile à nettoyer. C'est vrai qu'on enlève un petit peu ce côté, je dirais, de la base de la production. Mais ceci dit, je pense que c'est quand même pas mal qu'on ait dissocié cela. C'est vrai que le vert fait bien ressortir les couleurs de nos espèces d'animaux. Voilà. Merci beaucoup. Bien, la porte est grande ouverte pour que vous puissiez continuer des débats
riche avec les interlocuteurs de la table ronde, que je remercie très sincèrement d'avoir participé à ce colloque et d'avoir donné des points de vue qui ouvrent d'autres pistes. Merci à tous.